Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Est-ce un problème de maturité, un problème d'éthique ou plutôt un problème d'intérêt? De toutes les façons, notre opposition va dans tous les sens. Opposition aujourd'hui, demain majorité, après-demain opposition. Nous laissons, nous, peuple spectateurs assez dubitatifs et tout à fait confus. L'opposition en question est notre thème de ce soir. Et pour en débattre, mesdames, messieurs, nous sommes avec M. Sédou Cissé, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du comité directeur du PARENA, parti pour la Renaissance nationale. M. Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Cissé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dois vous remercier. Merci beaucoup. Nous sommes également en compagnie de M. Baba Nadjo, adjoint au secrétaire à l'organisation de la section 5 de l'ADEMA PASJ, Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice. Monsieur Nadjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Issa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir, merci beaucoup. Merci. Notre troisième invité est M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci vraiment. Notre quatrième invité est encore pris dans un embouteillage. On l'attend d'un moment à l'autre. Et quand il sera là, bien sûr, il prendra part aux échanges avec nous. Il s'agit de M. Ibrahima Ndiaye, deuxième vice-président du parti URD, Union pour la République et la démocratie. Il est aussi le chef de cabinet du chef de file de l'opposition. M. Cissé, alors, qu'est-ce que c'est que l'opposition au Mali? Merci beaucoup, M. Dissa. Pour parler de l'opposition, puisque nous sommes dans un cadre républicain, ça veut dire qu'il faut s'adosser aux textes et aux lois de la République. Ceci dit, quand on se réfère aux lois qui créant le statut de l'opposition en République du Mali, l'opposition est définie comme tout simplement étant un parti politique, ou encore plusieurs partis politiques distincts, qui sont distincts d'un parti ou d'une coalition de partis politiques qui assument l'action gouvernementale. Qui assument, c'est-à-dire qui assument l'action gouvernementale. C'est-à-dire des partis politiques qui sont là, qui accompagnent, qui soutiennent l'action gouvernementale. Ce sont ces partis-là qui font l'opposition? Non. J'ai dit l'opposition, c'est un parti qui se distingue donc de ces partis-là qui soutiennent l'action gouvernementale. Ça, c'est la partie, si vous voulez, la mouvance présidentielle. D'accord. Ou la majorité présidentielle. D'accord. Maintenant, un parti alors, qui est dans l'opposition et qui soutient l'action gouvernementale ou qui entre dans le gouvernement cesse tout de suite d'être un parti de l'opposition? Littéralement, c'est comme ça qu'on le dit. Mais je pense que si nous devons parler de ça aujourd'hui dans le contexte actuel, il serait quand même bon qu'on parle, si vous voulez, de la réalité du Mali actuellement. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le cadre, si vous voulez, d'un consensus. Ce consensus-là, il a été souhaité par l'opposition, notamment le FSD à l'époque et la COFOP, afin qu'on puisse avoir un accord politique de gouvernance. Et nous sommes dans le cadre de l'accord politique de gouvernance. Cela voudrait dire quoi? C'est nous qui avons vu, au regard de tout ce qui se passe, le pays est en train de mourir. Le pays se meurt. On s'est dit, nous avons demandé, insisté plusieurs fois afin qu'il y ait des rencontres de toutes les forces vives de la nation malienne. Qu'on mette le Mali au cœur de nos discussions et qu'on essaie de voir de façon consensuelle, de façon concertée, comment sortir le Mali de cette crise multidimensionnelle qui s'étend dans le temps et dans l'espace. Mais toujours est-il que de toute façon, on va participer à l'action gouvernementale en ce moment. Mais avec le contexte pourrait donc, selon vous, justifier le fait qu'on soit parti de l'opposition tout en participant à l'action gouvernementale? Très bien. Moi, je me dis, l'action gouvernementale elle-même, c'est quoi? L'action gouvernementale, elle dérive, si vous voulez, d'un programme politique qu'un candidat présente à l'élection présidentielle. Maintenant, si c'est pas ce programme-là, le candidat passe, ça veut dire que son programme a eu le cutis c'est pas des électeurs, du peuple. Et maintenant, une fois ce cutis-là est donné au président, à son programme,
Et c'est ce qu'il doit appliquer. Et ces programmes-là doivent décliner il y a une déclaration de politique générale qui doit être faite devant l'Assemblée. Et là, les représentants du peuple aussi vont donner leur quitus ou encore rejeter la politique que c'est pas le gouvernement se propose de réaliser au Mali. Maintenant, si on essaie de faire un raccourci, on se rendra compte qu'il n'y a pas d'action gouvernementale sans au préalable un programme politique. Aujourd'hui, le programme politique qui est en vigueur en République du Mali, ça c'est l'accord politique de gouvernance. Cet accord politique de gouvernance, il y a des propositions de l'opposition, il y a des propositions de la majorité, il y a des propositions de la société civile. C'est comme pour dire que, au regard de la crise dans laquelle le pays se trouve, c'est pas le président de la République a tendu sa main. Et nous, on l'avait demandé. On l'avait demandé à plusieurs reprises. Les partis politiques de l'opposition, c'est pas de façon individuelle, comme de façon collective. Dans le cadre du FSD, nous avons demandé qu'il y ait un accord politique de gouvernance. Nous avons demandé qu'il y ait un dialogue politique inclusif, lors duquel on va mettre toutes les questions du Mali sur la table. Et en les mettant sur la table, et toutes les forces vives de la nation malienne pourront dire ce qu'elles en pensent, et les solutions qui vont être obtenues à la faveur de cet accord-là, ces solutions-là seront des solutions partagées. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut une solution concertée, il faut une sortie consensuelle de cette crise-là. On a compris qu'aucune force politique à elle seule ne peut, si vous voulez, sortir le Mali du trou dans lequel il se trouve. Et le président de la République a humblement reconnu qu'il a besoin de toutes les forces vives. C'est pourquoi il a tendu sa main, c'est pourquoi il a accepté d'aller à cet accord politique-là. Sinon, il avait son programme politique qu'il a présenté aux Maliens il n'y a pas longtemps. D'accord, merci M. Cissé. M. Bokoum, alors dites-nous, est-ce que le contexte actuel dominé justement par l'accord politique de gouvernance, dominé par la volonté d'aller à ce dialogue national inclusif, pourrait justifier alors le fait qu'un parti puisse rester dans l'opposition tout en participant à l'action gouvernementale? Bon, bonsoir Robert. C'est une question aujourd'hui qui ne mérite pas de souffrir d'une ambiguïté, en toute honnêteté. Vous savez, il y a ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qu'on doit. Il faut faire la différence. Il y a bien entendu le parrainage souhaite ou veut que ce soit ainsi. Mais je pense que il y a une loi, il y a la loi numéro 95-013 du 15 septembre 1995 qui définissait le statut de l'opposition, qui a été abrogée et modifiée par la loi 0047 13 juillet 2000 et elle-même modifiée par la loi de 007 2015 qui détermine clairement le statut de l'opposition. Et c'est une loi. Et je pense que quand on parle de loi, on ne parle pas de son contexte d'application. Et à moins que les juristes puissent me dire le contraire, je ne vois pas comment on peut sélectionner ou déterminer la période d'applicabilité d'une loi et pour pouvoir se déroger à cette loi sans que cela également ne soit transcrite dans cette même loi. C'est clair, l'article 2 est renforcé par l'article 6 de la loi qui stipule que, c'est-à-dire d'une façon claire et nette, sans aucune ambiguïté, un simple soutien d'un parti de l'opposition à la majorité, ça vous fait perdre de facto votre droit d'appartenir à l'opposition. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et de venir, quand vous voyez toute la difficulté du Mali aujourd'hui se pose à ce niveau, quand vous voyez les gens qui veulent forcément tourner, faire un tour de force, s'asseoir sur les textes pour en faire leur propre désir. Le parrainage aujourd'hui ne peut pas faire exception à la règle. Il faut accepter quand vous faites un choix. La majorité ou également, c'est des partis politiques, c'est un groupement respectable qui sont nos adversaires. Lorsqu'on choisit de les rejoindre, eh bien, il faudrait l'assumer, mais avec toutes ses conséquences. On ne peut pas dire qu'on est là et là. L'accord politique qu'on a signé, moi je l'avais dit, il n'y a pas d'accord politique qui peut avoir une dimension de loi. L'accord politique, c'est un entendement entre des partis politiques qui sont, eux, en dessous de la loi. Et donc, je ne vois pas comment on peut concocter un accord qui puisse violer des textes qui ont été
comme on appelle, établie ou bien votée au niveau de notre Parlement. Donc la situation est très claire, c'est une ambiguïté totale, c'est une confusion totale, et intellectuellement ce n'est pas soutenable. Et je pense que si on est honnête, si on a une certaine honnêteté intellectuelle, on doit quand même pour une fois, si on veut sortir le Mali de la situation, on doit éviter de l'amener encore dans d'autres confusions qui vont créer dans l'avenir des problèmes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il devrait obligatoirement faire une déclaration d'appartenance à la majorité, de rejoindre la majorité présidentielle et de devenir des adversaires de l'opposition. On ne peut pas être les deux en même temps, c'est inacceptable et impossible. Merci monsieur Boukouma. Monsieur, je serai à vous tout de suite, juste le temps pour moi de recueillir les propos de monsieur Nadjo. Vous êtes de l'ADEMA, vous êtes de la majorité. Nous avons deux partis de l'opposition en face de vous ce soir. Pour l'un parti, alors le contexte justifierait bel et bien qu'on puisse rester dans l'opposition tout en participant à l'action gouvernementale, mais pour l'autre parti, non, cela ne doit pas se faire, le contexte ne peut pas justifier cela. Et vous, quelle est votre lecture de cette situation? Bon, merci beaucoup. Ma lecture est que on ne peut pas, clairement, faire partie de deux camps. Et on le dit en Bambara souvent, celui qui marche sur deux routes a les pieds largement écartés. Et donc, il faut choisir un camp. La loi nous l'impose, mais aussi, surtout, l'honnêteté nous impose. Venir travailler pour un gouvernement, venir pour sauver le Mali, c'est louable, parce qu'il s'agit du Mali. Nous, de la majorité, nous parlons du Mali. Nous l'aimons, c'est dans notre cœur, et c'est pourquoi nous avons brigué et le peuple nous a aidés. Ceux qui sont de l'autre côté cherchent demain à venir à notre place pour certainement sauver ce même Mali. Donc il n'y a aucun problème. Est-il honteux de faire partie d'un gouvernement? Non. Est-il la honte de vouloir dire qu'aujourd'hui le pays a un problème? On vient pour sauver et on t'accorde un poste, tant mieux. Mais encore, l'autre côté, on renonce. Tu dis, monsieur l'opposition, j'ai choisi mon camp. Même si dans un mois ou dans 2 mois, tu peux revenir, il n'y a aucun souci. Hein? Parce que le monde, c'est un éternel va-et-vient. Et donc, quand tu quittes le gouvernement, et que tu te rends compte que, voilà aujourd'hui ce qui est en train d'être fait, ce n'est plus moi, tu reviens. Mais comment s'opposer à ses propres actions? Parce qu'aujourd'hui, des partis sont actionnaires et comptables alors de ce bilan-là. Si c'est 5 mois, si c'est 6 mois, devant l'histoire, ils auront à le défendre. Et donc, comment s'opposer de ses propres actions? En électricité, on appelle ça la virulence. Les physiciens le savent. C'est extrêmement compliqué. C'est l'action qui s'oppose à la chose qu'il a mis au monde. Donc aujourd'hui, un choix courageux doit être fait pour tout un chacun d'entre nous. D'accord. Merci, monsieur Nadjo. Monsieur Cissé, vous aurez le temps de réagir, mais je vous poserai une question, vous pourrez répondre après à cette question. Alors, pourquoi l'opposition bascule tout le temps? En pleine mandature, des députés changent de partis politiques, des maires changent de partis politiques. Pour quelles raisons, selon vous? Qu'est-ce qui expliquerait ce comportement au sein de notre opposition que beaucoup de gens déplorent de toutes les façons? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais quand même dire qu'à ma droite et à mon vis-à-vis, qu'ils n'ont pas le monopole de l'honnêteté. Et je ne sais pas comment un parti comme l'ADEMA peut nous regarder parler d'honnêteté au Mali. Ce parti qui a tout tripatouillé, qui a tout manigancé, qui a tout embrouillé dans ce pays-là. En 2002, le candidat de l'ADEMA est allé en second tour avec ATT. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde attendait l'ADEMA à l'opposition. Qu'est-ce que l'ADEMA a fait? Non, je crois que ça sont raison gardée. Il faut éviter d'utiliser des gros mots à l'endroit des gens. Vous n'avez pas le monopole de l'honnêteté politique et intellectuelle au Mali. Faisons attention. À ma droite, je suis désolé quand on parle tout simplement de dire qu'il faut rejoindre la majorité. Je pose la question, l'accord politique de gouvernance qui n'est pas en train d'être mis en œuvre, il appartient à qui? À la majorité?
Si c'est appartenant à la majorité, pourquoi le président de l'EPM l'a signé? Comme nous, comme tout le monde. Pourquoi Treta est venu signer ça? Bokari Treta, au nom de l'EPM. Qu'on essaie tout simplement mais c'est pas de voir les choses. Je vous dis, les faits sont têtus et les commentaires sont libres. Mais ce qui est évident, nous sommes là dans un contexte particulier, historiquement particulier. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la réalité. Et maintenant, ce n'est pas la première fois. En 2002, vous avez parlé de consensus. On a fait le consensus ici. Et maintenant, le contexte actuel, tous les partis politiques ont demandé qu'on ait un dialogue politique inclusif. Ça veut dire quoi implicitement? Ça veut dire tout simplement, nous voulons nous mettre ensemble, retrousser nos manches pour pouvoir sortir notre pays de là. Cela peut se faire comment? C'est par un consensus. Nous sommes dans un cadre consensuel. Et en ce moment, si quelqu'un veut, vaille que vaille, coller l'étiquette de l'opposition, de la majorité à ce gouvernement-là, moi je dis que c'est pas la personne qui se trompe. Nous sommes dans un contexte assez particulier de l'histoire du Mali. Il faut qu'on comprenne ça une fois pour toujours. C'est vraiment important qu'on ne soit pas, si vous voulez, comme des gens, pas des robots en politique qui pensent que les textes, oui, les textes, tout le monde connaît les textes. Toutes les lois auxquelles tu viens de faire référence là, nous les connaissons. Mais nous avons dit, si on parle de l'action gouvernementale, cette action doit être adossée à un programme. Ce programme qui est en train d'être mis en œuvre, il appartient à qui? Politiquement parlant. D'accord. Est-ce qu'il appartient à la majorité? Quelle majorité? Peut-on revenir à la question posée? Oui. Je dirais tout simplement que c'est toujours la même Adema, à l'époque, qui a refusé qu'on mette fin à la transhumance politique au Mali. L'opposition, en son temps, s'est battue pour que nous puissions avoir des textes, empêcher, si vous voulez, la transhumance. Mais il y a l'Adema qui avait dit non à l'époque. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pourquoi on le dit en politique, il faut souvent avoir la bonne foi. Quand on est au pouvoir, il faut être un homme d'État. L'homme d'État, ce n'est pas celui qui pense à ses intérêts immédiats, mais qui peut aussi se dire que l'intérêt général, je dois le sauvegarder par tous les moyens. Si on avait accepté à l'époque qu'on aille à ça, mais ça, la transhumance aurait pu s'arrêter. C'est parce que les gens voient que c'est possible de changer de parti sans perdre son poste électif. Et c'est pourquoi ils le font. Et là, maintenant, tous les partis qui ont été au pouvoir, ça les arrange. Ils pensent que ça doit continuer. Mais nous pensons que ça n'arrange pas la démocratie malienne. Et tour à tour, on voit que tous les partis qui l'ont laissé courir, aujourd'hui, ils se voient rattrapés par l'histoire. D'accord, merci. Merci, M. Cissé. M. Bokoum, alors nous entendons de plus en plus de voix qui se lèvent contre le financement des partis politiques au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, permettez-moi également d'aller vite. Hein. Il a bien fait de notifier que c'est Treta aussi a signé. Justement, c'est bien fait de le dire parce que Treta en signant, il a signé à quel titre? C'est au titre de la majorité. C'est au titre du RPM, le parti majoritaire. Et donc, si vous allez concocter un document avec le parti majoritaire, de facto, vous devenez un élargissement de la majorité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous parlez de leçons, et puis moi-même je suis perdu sur le plateau, parce que je pense que vous devrez être de la majorité, lui il est de la majorité, et je ne vois pas les contradictions aujourd'hui qui doivent sortir de ça. Que vous le voulez ou pas, la réalité c'est qu'aujourd'hui, les faits sont là, vous ne pouvez pas aller au-dessus de la loi. Ce n'est pas une question que quelqu'un vous donne des leçons de morale. Non, ce n'est pas une question de leçons de morale. Nous n'avons pas cette prétention, mais nous essayons juste de lire et d'expliquer aux Maliens ce que dit la loi en la matière. Si vous soutenez, vous êtes dedans. Si vous participez, vous êtes dedans. Et donc, vous êtes obligé d'agrandir la majorité et non pas de dire que vous êtes de l'opposition parce que ça prête une confusion dans les démarches de l'opposition qui ne sont pas respectables et ce n'est pas sérieux. D'accord. Et revenons maintenant à ma question, le financement des partis politiques au Mali. Il y a bien entendu le financement des partis politiques au Mali. Je pense que c'est les Maliens qui l'ont décidé. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'un homme ou d'un groupe. Et vous savez que le financement des partis politiques, en tout cas en ce qui concerne mon parti, je pense que chaque année, nous avons ce document-là qu'on nous envoie. On amène la Cour des comptes, vient nous voir. Ils font les audits et ils ont des manuels de conformité
des procédures de comptabilité des partis politiques. Et donc, quand ils viennent, ils doivent recenser tout ce qui existe, tout ce qui a été dépensé, tout ce qu'ils ont, et faire les rapports chronologiques des dépenses et tout ça. Et donc, nous avons toujours eu mention vraiment très bien, excellent au niveau de la Cour des comptes. Et justement, pendant que vous parlez de mention, M. Bokoum, dites-nous, alors, ces millions, parce que c'est quand même des millions, hein, ces millions vont dans quoi? En fait, en quoi ces millions aident les partis politiques alors à participer à l'ancrage de la démocratie? Mais bien sûr, parce que, comme on l'avait dit, les partis politiques font au sein de notre parti, ces sommes-là répartent uniquement dans les missions de formation, de sensibilisation, de congrès, de conseils, disons, de conférences de presse, etc. Toutes les démarches qui vont dans le cadre de l'organisation du parti et de la mobilisation militante pour aller vers la conquête du pouvoir. Et nous allons mieux. Nous allons mieux que ça, parce que nous faisons mieux que ça au parti Sadi, parce que tout simplement, nous sommes le seul parti peut-être au Mali qui arrive à faire la synchronisation entre les luttes sociales et l'activité politique. Et les luttes sociales, c'est coûteux. Nous payons des avocats. Nous faisons, à chaque fois que des gens viennent se plaindre sur des cas d'injustice, d'expropriation des terres, et je vous assure que matin, midi, soir, quand vous venez devant le parti Sadi, vous rencontrez des villages, des gens qui viennent de partout pour venir se plaindre des problèmes de justice, des problèmes de répartition et puis d'expropriation de leurs terres, des problèmes de violation de droits, souvent individuels. Et le parti forme une délégation. On va aller sur le terrain, vérifier, prendre le dossier et venir souvent jusqu'aux autorités. Les autorités m'entendent, ils savent que nous n'avons, chaque jour que Dieu fait, il est rare qu'on vienne vers eux pour les soumettre des cas d'injustice et demander à ceux qu'ils tranchent cela dans le cadre de la justice. Et donc nous avons vraiment une démarche, tout ce qui rentre dans le cadre de financement du parti au sein du parti Sadi est judicieusement utilisé, justifié, et point par point, chaque centime est justifié et d'une façon vraiment transparente. Et c'est une exigence au sein de notre parti. Merci M. Bokoum. M. Nadjo, pourquoi alors un chef de file de l'opposition au Mali? Merci beaucoup. Mais avant, je vais répondre un peu au Parina pour dire que l'ADEMA n'a jamais rien tripatouillé. L'ADEMA est un grand parti, et sinon le parti numéro 1 du Mali. Et qu'en 2002, nous avons élu 51 députés sur 147. Donc plus qu'un tiers des députés. Un seul parti qui a plus qu'un tiers des députés, comment voulez-vous qu'il soit à l'opposition? C'était impossible en 2002. 51 députés. Donc voilà. Et dire aussi que il faut se dire la vérité. À l'ADEMA, on n'est jamais contre la moralisation de la vie publique. Cette transhumance, bien sûr, aujourd'hui, il faut se dire la vérité, profite à tous les partis. Parce que tous les jours, vous voyez à la télé des trophées des partis politiques. Voilà ce qu'on a rattrapé de l'autre côté. Voilà ce monsieur, on l'a débauché de l'autre côté. C'est tous les jours. En 2012, la commission de débat Diawara avait proposé un très grand nombre de batteries, de propositions et même des sanctions très lourdes pour cette moralisation de la transhumance. Mais malheureusement, après le coup d'État, elle est tombée dans les oubliettes. Hein. J'espère que les gens vont y penser et créer une autre commission afin de revenir là-dessus. D'accord. Maintenant, pourquoi un seul fil de l'opposition? L'autre jour, on en a discuté. Et j'avais dit que nous avons les manies de trouver un chef à tout. L'opposition a des statuts. Et ces statuts, malheureusement, pour moi, est allé jusqu'à trouver un chef de file. Maintenant, un chef de file dans une situation de cacophonie où, entre l'opposition déjà, on ne parle pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes visions. C'est extrêmement compliqué. Et comme je l'ai dit l'autre jour aussi, c'est un système qui existe dans les pays de Commonwealth pour la plupart. Et dirigé surtout, et sinon copié dans le modèle anglo-saxon. Nous l'avons adopté chez nous, ce n'est même plus chez nous, uniquement au Mali, pratiquement dans tous les pays d'Afrique, elle existe. Et malheureusement, il y en a encore des vides juridiques.
Et souvent, les successions, souvent les remplacements vont poser problème comme ce qui s'est passé au Tchad. Il était bon de trouver d'autres voies et moyens afin de pouvoir faire participer l'opposition. Par exemple, en France, les partis d'opposition et même les partis minoritaires ont par mois une journée où c'est à eux de choisir l'ordre du jour et ça se débat à l'Assemblée. Il y a des commissions, notamment la commission finance de l'Assemblée nationale, depuis 2007 en France, appartient à l'opposition. Et depuis 2011, au Sénat aussi, cette commission, la commission finance, appartient à l'opposition. C'est pour vraiment pouvoir contrôler les finances, parce que c'est eux, même s'ils ne sont pas la majorité, et ils sont aussi dans beaucoup de commissions d'enquête. Et cela pouvait profiter à une large personne. Mais lorsqu'on nomme un chef, avec un cabinet à l'appui, ce cabinet est nommé en conseil des ministres, comment, quoi, et certainement aujourd'hui, là, elle est là, des partis se sentent lésés, et ça pose problème. D'accord, merci, Monsieur Nadjo. Monsieur Cissé, est-ce qu'il était nécessaire pour notre démocratie d'avoir un chef de file pour toute cette opposition quand même extrêmement plurielle? Non, moi je pense qu'il faut qu'au Mali, qu'on essaie tout simplement de s'inscrire dans une logique, si vous voulez, progressive de la démocratisation de nos pratiques. Cela voudrait dire quoi? C'est le peuple du Mali qui a dit qu'il faut renforcer et consolider les acquis de mars 1991. À partir de là, la création de l'opposition répond, si vous voulez, à quelque chose qui est inscrit en lettres d'or dans le préambule de la Constitution du 25 février 1992. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi des accords et traités internationaux auxquels le Mali a souscrit. Je peux citer entre autres, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Déclaration universelle sur la démocratie en 1997. Et s'adossant, si vous voulez, à toutes ces réalités juridiques, à tous ces instruments internationaux et à la volonté du peuple malien d'ancrer davantage la démocratie, les pratiques démocratiques au Mali, la création du chef de file de l'opposition, pour moi, c'est une avancée. C'est une avancée. Ça veut dire quoi en réalité? Mais ils vont dire que non, l'opposition est plurielle. Mais vous voulez quelle unité au niveau de l'opposition? Mais l'opposition, chacun va à l'opposition suivant ses arguments, ses convictions. Il n'y a pas un programme que le chef de file va présenter à tout le monde. Il n'a pas un programme que tout le monde va... C'est pas pour lequel tout le monde doit se mettre derrière lui pour dire que allez, maintenant vous allez... Mais c'est tout simplement pour permettre, si vous voulez, que l'opposition participe au débat, aux échanges, aux discussions sur les préoccupations de la nation dans des cadres, si vous voulez, circonscrits par la loi. Et pour ce faire, en choisissant un chef pour l'opposition, pour porter la parole de l'opposition, à mon avis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et c'est là qu'ils vont penser qu'on aura peut-être demain ou après-demain une opposition homogène où vraiment, c'est pas, les gens vont parler à l'émission. Mais c'est une chimère, c'est une utopie. D'accord, merci. C'est une utopie. D'accord. Même si nous prenons les majorités présidentielles. Mais quelle majorité présidentielle est homogène? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Il y a tellement de possibilités, de réalités qui font que les gens se divisent au Mali à tous les niveaux. Mais le chef de file de l'opposition, il n'est pas chef de file, si vous voulez, parce que, et par amour du président à son endroit. Il a été chef de file de l'opposition parce qu'il a le plus grand nombre de députés des partis qui se sont opposés, qui sont déclarés à l'opposition parlementaire.
parlementaire au niveau de l'Assemblée. D'accord. En ce moment, il faut qu'on comprenne qui ne devient pas chef de file de l'opposition, qui le veut. D'accord. Ça, c'est important. D'accord, Voilà. merci monsieur Cissé. Là, monsieur, je vous rappelle que nous sommes ce soir avec monsieur Sédou Cissé du Parena, monsieur Baba Nadjo de l'ADEMA, Babarou Bokoum du SADI, et je vous l'avais annoncé que notre quatrième invité était monsieur Ibrahima Ndiaye de l'URD, directeur de cabinet du chef de file de l'opposition, qui était pris dans un embouteillage. Et heureusement, alors, nous l'avons ce soir avec nous finalement. Et donc, vous qui étiez là, les trois, à discuter, je vous ai laissé beaucoup de temps de parole. Maintenant que vous êtes quatre, nous allons vraiment essayer d'aller un peu plus vite. Monsieur Bokoum, monsieur Cissé disait tout de suite que la création du bureau, du chef de file, en fait l'institution même chef de file de l'opposition est une avancée. Si oui, alors quelle utilité voyons sur le terrain, en fait, quelle utilité, en fait, cette institution nous présente dans notre démocratie? Et pour moi, il est clair que le chef de file de l'opposition, c'est une arnaque. Nous l'avons dit et nous l'assumons de façon claire. Et nous sommes mieux placés pour le dire parce que nous avons voté contre à l'Assemblée. Parce que pourquoi un chef de file de l'opposition? Et surtout dans la circonstance du Mali. On aurait compris, si vous voyez que souvent ça marche dans certains pays, c'est parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Au Mali, nous avons un parti qui avait des contradictions internes. Vous savez, dans tous les partis politiques, il y a des contradictions internes. Et c'est au-delà de ces contradictions internes, le parti quand même fixe la ligne et l'orientation qui s'oppose à tout le monde, qui s'impose à tout le monde. Donc au niveau de la situation actuelle du Mali, c'est que, je vais éviter, c'est que la situation actuelle du Mali, c'est que vous avez un groupe, l'ADEMA, qui s'est éclaté en plusieurs morceaux, qui ont exporté leurs contradictions au-delà de l'intérieur de leur parti pour en faire une certaine opposition. Mais en réalité, ce n'est pas une opposition telle qu'elle doit être. Parce qu'une véritable opposition, c'est souvent la conception du pouvoir, les hommes qui l'incarnent, l'entourage, les cadres et tout ce qui s'ensuit. C'est un ensemble d'éléments qui s'opposent du point de vue idéologique, du point de vue pratique, du point de vue gestion. Au Mali, c'est les mêmes groupes qui sont là depuis 27 ans, qui sont à la commande du pays, qui changent de veste à tout moment, qui changent de position à tout moment, changent de nom, de décor, et pour revenir encore réclamer la tête d'un chef de file de l'opposition, mais en réalité, qui n'est qu'une opposition entre groupes de même famille. Donc moi, je dis le chef de file de l'opposition aujourd'hui, auquel titre on va imposer aux autres partis un chef de file, alors que nous sommes dans une démocratie qui se dit multipartisme intégral. Et donc la voix des autres qui n'ont pas voté pour les 18 députés de l'URD, les gens qui n'ont pas voté pour la majorité, c'est aussi des Maliens. C'est aussi une immense majorité de silencieuses qui est là, qui n'ont même pas voté. Et donc quand on veut systématiquement inféoder les autres orientations et les idéologies politiques à un parti qui n'a pas les mêmes convictions que nous, qui n'a pas les mêmes méthodes que nous, qui n'a pas la même vision que nous du pays. Et donc il est tout à fait normal qu'on dise que c'est comment on appelle, une méthode qui n'est pas conforme aux règles démocratiques que les Maliens ont demandé, ont imposé en mars 91. Cela est un fait. Maintenant, quand on vient régler entre amis, faire des réglages, transformer les lois en leur désir, pour essayer d'imposer cela comme étant ce qui est bien pour le Mali, je pense qu'il y a un problème. D'accord, merci M. Bokoum. M. Ndiaye, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous d'avoir accepté notre invitation. Vos excuses sont déjà faites au public. Tout à fait. Vous acceptez mes excuses. Oui. Il y avait quelques embouteillages, mais réellement, il y a eu un quiproquo. Vous m'avez parlé de 21h, mais à la télé, je suivais un fait câble. On nous a dit que c'est finalement à 22h. Sauf que je vous ai appelé aujourd'hui, M. Ndiaye, 3 fois, et je vous ai envoyé un message, je suis resté sans réponse. Oui. 3 fois, je vous ai appelé. Je vous ai appelé à 14h, je vous ai appelé à 18h, je vous ai appelé à 20h30. Merci beaucoup. Et je vous ai laissé un message, je n'ai pas eu de réponse, voilà. M. Ndiaye. Merci beaucoup. Si nous pouvons revenir maintenant au débat. Alors, quels sont, vous qui êtes le directeur de cabinet du chef de file de l'opposition, pouvez-vous nous parler des fonctions, en fait, du chef de file de l'opposition? Je vous remercie infiniment. Et en parlant la parole,
je vais avec un préjugé défavorable parce que l'URD, le président de l'URD, c'est lui le chef de file de l'opposition. Donc quand je prends la parole, naturellement, les gens s'attendent à ce que je défende cette loi. Pour vous dire que c'est une conviction, je vous renvoie à une petite brochure que moi-même j'ai éditée lors des élections de 97 bâclées. Dans ce document qui est préfacé par le même IBK, j'ai mis là-dedans le besoin d'avoir pour l'opposition une personnalité qui va être chef de file de l'opposition. Pour ce qui me concerne. Ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est vérifiable. Je pense que les choses sont simples. Lorsque vous avez une démocratie et que dans cette démocratie, nous nous sommes employés à ce que l'opposition ait un statut, naturellement après 1991, ça c'était attendu, le premier statut de l'opposition date de mars 2000, sous le président Alpha Oumar Konaré. Ce qui est nouveau maintenant, c'est le fait donc de prendre une personnalité pour dire qu'il est le chef de file de l'opposition. Quand vous voyez le déséquilibre qu'il y a entre l'opposition et la majorité, à mon avis, cela ne devrait pas en tout cas poser de problème à l'opposition d'abord et à la majorité. Il y a déjà un financement public pour les partis politiques. Ça, c'est en fonction des performances de chacun. Mais ce qui est intéressant également par rapport au statut de l'opposition, c'est qu'on n'a pas pris comme ça. Ce moment-là n'est pas désigné par ces pairs de l'opposition, non. Attention au micro, M. Diaye. Ce n'est pas ces pairs de l'opposition qui l'ont désigné. Il y a une loi qui dit maintenant, chaque fois, après les élections, nous allons faire en sorte que le parti qui a eu le score le meilleur après, le score le meilleur dans l'opposition, on donne ce statut. C'est pour donner plus de crédibilité, à mon avis, à l'opposition. Et cela dépend aussi de la manière dont il utilise ses fonds. Je pense que la question doit être là. Mais le besoin est là. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des fonctions du chef de file de l'opposition? Les fonctions le chef de file de l'opposition, d'abord, dans la loi, il est porte-parole. Seydou est là. Il était conseiller au cabinet. Nous avons débattu de beaucoup de choses et je ne dirais rien ici aujourd'hui qui le surprendrait lui. Est-ce que vous voyez? Le chef de file de l'opposition, il est porte-parole. Souvent, certains n'ont même pas voulu participer au cabinet. Je parle des phares. Mais nous avons... Monsieur Bokoumé Sadi. Hein? Monsieur Bokoumé Non, Sadi. je n'ai pas parlé de... Ah, ok, d'accord. Je parle donc des partis de la majorité et nous avons fait en sorte que là également, ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui sont censés avoir plus de représentativité, nous avons fait appel à eux. Dans tout ça, il y a une certaine cohérence. Mais ce qui a créé tout ça, c'est les 500 millions. Si vous gérez les partis politiques, quand vous voyez l'iniquité qu'il y a dans l'utilisation des ressources au plan politique, 500 millions, c'est beaucoup dans un pays pauvre comme le Mali. D'accord, merci Monsieur Diaye. Monsieur Nadjo, le chef de file comme fonction, alors est porte-parole de l'opposition, une opposition aussi plurielle que la nôtre. Comment peut-il faire pour pouvoir incarner alors toute l'opposition et parler au nom de cette opposition plurielle? Très difficile. Très difficile parce que porter la parole, c'est lorsque la parole est unifiée. Mais lorsque la parole elle est diversifiée, et même très très diversifiée, je ne sais pas quelle parole on va porter, si ce n'est que sa parole propre. Sinon c'est très difficile d'apporter. Et aujourd'hui, c'est une situation qu'il faut se dire la vérité. Est-ce une avancée démocratique? Oui. Est-ce que c'était la seule manière ou la seule forme? Non. Est-ce une avancée? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Oui. Parce que lorsque
il y a autant de diversité à l'opposition, on doit pouvoir diversifier à la tête. Mais déjà, dire que quelqu'un est chef, vous voyez que déjà les gens vont se sentir frustrés. Parce que même, à mon avis, si on avait pu donner d'autres noms ou d'autres formes, cela pouvait même passer, c'est certain. Mais en disant qu'il est leur chef, certains vont se dire, ah non, 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 en quoi il est mon chef? Pour moi, il n'est rien. D'ailleurs, ce que moi je veux, ce n'est pas ce qu'il veut. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais est-ce que selon vous, cette institution est tout de même utile dans la pratique? Dans la démocratie, elle est utile. Elle est utile et personnellement, je suis même assez mal placé pour critiquer parce qu'elle a été mise en place par ma majorité. Et s'il y a des décrets signés, c'est le président Ibeka qui a signé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas contre. D'accord. Merci, M. Nadio. M. Cissé. M. Nadio parle de frustration que certains chefs de l'opposition pourraient ressentir. Mais est-ce que être chef de file de l'opposition confère à ces chefs de file alors des avantages, des prérogatives spécifiques? Si oui, lesquels? Très bien, merci beaucoup. Moi, je pense quand même qu'il faut qu'au Mali, qu'on essaie de se dire certaines choses. La démocratie ne veut pas dire, si vous voulez, le populisme, ne veut pas dire aussi l'égalitarisme. L'égalité, oui, mais pas l'égalitarisme. Ça veut dire quoi? Quand on accepte de venir sur le terrain politique, il faut qu'on comprenne que certaines choses se méritent. C'est pourquoi moi j'ai dit, et je le redis, je pense que c'est une compétition qui est lancée. C'est lui qui a la... C'est pas l'ambition d'être chef de file de l'opposition, mais le terrain est là. Le terrain est là. Mais comment on peut penser que le fait que c'est X qui est le chef de file de l'opposition et que cela va irriter certains, ils tombent dans des débats, si vous voulez, ahurissants. Moi, à mon avis, c'est une avancée. Et ce n'est l'opposition, c'est pas le chef de file de l'opposition, ce n'est pas fait pour Soumaïla Cissé, c'est fait pour la démocratie malienne. Et c'est l'URD aujourd'hui qui a le plus grand nombre de députés en tant que parti de l'opposition à l'Assemblée. C'est pourquoi l'URD a été choisi. Aujourd'hui ou au moment de l'élection? Quand on prend le chef de file de l'opposition, c'est sur un mandat. Oui. Tant que le mandat n'est pas fini, c'est toujours, si vous voulez, celui qui va être le chef de file de l'opposition, même si on proroge encore. Je ne le souhaite pas. Mais c'est pour vous dire simplement que même cet aspect-là, il faut qu'on comprenne ça. C'est calqué sur le mandat de l'Assemblée nationale. C'est vraiment important de signaler ça. Je voudrais tout simplement dire que il faut qu'on comprenne seulement que c'est le mérite. Souvent, il faut que les gens mettent le mérite en avant. Et cela peut rendre, les compétitions plus intéressantes. Et si on veut qu'elles soient, on va se battre pour ça. Sauf que M. Cissé, dans les textes, il n'y a pas que le nombre de députés. Par exemple, en cas d'égalité entre deux candidats, deux chefs de parti, par rapport au nombre de députés à l'Assemblée, on va se référer au nombre d'élus communaux. Dans un contexte où le mandat des députés est prorogé, pensez-vous toujours que le chef de file de l'opposition alors est toujours légitime? Est-ce qu'il n'était pas temps alors d'ajouter au calcul d'autres aspects tels que l'âge, tels que le nombre d'élus communaux? Non, moi je dis, si on parle d'élus communaux, on parle de quoi que ce soit, à mon avis, qu'on mette des critères qui peuvent tout simplement nous permettre de célébrer le mérite. Parce que élus communaux, ça c'est aussi le mérite. Nombre de députés, c'est le mérite. Maintenant, quand on revient à ce que vous parlez comme avantage là, mais à mon avis, il ne faut pas qu'on continue à donner raison à certains qui ont dit en son temps que la démocratie est un luxe pour les Africains. C'est nous qui avons décidé librement d'aller en démocratie. Et le mouvement démocratique, qu'est-ce qu'il n'a pas reproché? Qu'est-ce qu'il n'a pas, si vous voulez, dit par rapport à ce qui est possible de faire dans le cadre, si on allait à la démocratie et pluraliste au Mali? D'accord, mais ce que nous aimerions savoir, oui, M. Cissé, a-t-il des avantages ou pas? Qui a des... Le chef de file le chef de file, est-ce que ces statuts lui confèrent des prérogatives, des avantages spécifiques? Absolument. Lesquels? Absolument. Il a droit à un cabinet.
un cabinet composé de 4 assistants, d'un secrétaire particulier, et aussi il est dit dans les textes que le ministre de la fonction publique doit lui attribuer 3 chauffeurs, 2 secrétaires, un planton, et il a un budget de 500 millions. Voilà. Mais qu'il doit justifier. C'est pour dire que toutes les dépenses faites par le chef de file de l'opposition, c'est des dépenses qui doivent être justifiées, si vous voulez, devant les services compétents de l'État du Mali. Mais et le personnel du cabinet, les techniciens du cabinet, les conseillers, les secrétaires, sur quels critères alors le chef de file de l'opposition va les prendre pour constituer son cabinet? Est-ce que c'est en consultation avec les autres partis politiques? Comment ça se passe concrètement? Je voudrais tout simplement rappeler un fait. J'ai l'impression que, on pense que ce texte-là, ce n'est pas relatif à la création du statut de chef de file de l'opposition à parachuter. Non. J'ai dit, c'est en 2013, lorsque M. Oumar Tatamli était Premier ministre, c'est pas celui qui a souhaité rencontrer l'opposition en son temps. Et à cette rencontre-là, il y avait Soumaïla, il y avait Tcheblé, il y avait Modibo, Sidibé. Et maintenant, il leur a demandé clairement, proposez-moi quelque chose par rapport à la création du bureau des chefs de file d'opposition au Mali. C'est parti de là. Maintenant, entre-temps, lorsqu'il proposait, lui, il était parti. Il était parti, maintenant c'est Mara qui a traité la question jusqu'au niveau de l'Assemblée. Et ça a été voté. D'accord. Maintenant, si on essaie de regarder tout ça, moi je pense que, je l'ai dit ici, haut et fort, il y a des partis qui en ont fait cette question une question personnelle. Ils ont personnalisé les débats. D'accord. C'est telle personne, et c'est pas les anciennes rancunes, tout est revenu à la surface pour ramener la question de toute la dimension de cette institution à la personne d'un homme de Soumaïla Cissé. Moi, je me dis, au-delà de Soumaïla... Généralement, en tout cas, généralement, ce que nous recevons comme avis, je ne pourrais pas penser que le peuple, en tout cas que nous voyons, ramène le tout à la personne du chef de file de l'opposition. Mais nous parlons ce soir de l'institution, M. Cissé, oui. Et même vous, vous êtes le seul à avoir parlé de la personne de Soumaïla Cissé. Ici, quand on parle du chef de file de l'opposition, on s'adresse à l'institution. Oui, vous avez parlé de ce qu'on a appelé, comment il a choisi ses collaborateurs. Comme le chef, comment le chef de file, l'institution chef de file, choisit ses collaborateurs. Très bien. Pas la personne qui l'occupe aujourd'hui. Non, c'est ce qui est évident. Quand il dit ça, c'est Soumaïla qui est le chef de file. C'est vous qui le dites. Non, je suis en train de dire que vous n'êtes pas parti politique. Je parle des partis politiques qui ont personnalisé le débat, qui ont fait de la fixation sur Soumaïla en tant que chef de file de l'opposition. D'accord. C'est important de comprendre ça. Et maintenant, ces collaborateurs-là, tous ceux qui ont travaillé avec Soumaïla, les 4 assistants, d'abord, il a demandé, comme l'a dit le directeur, le chef de cabinet, Soumaïla est allé sur la base de la représentativité des partis de l'opposition à l'Assemblée. D'accord. Et là, maintenant, les 4 ont été choisis sur la base de ça. Il y a même un parti qui avait été approché. Excusez-moi, on va évoluer. Oui, c'est important. Oui, c'est important, mais sauf que nous avons beaucoup d'autres invités. Hein? Excusez-moi, monsieur Bokoum. Alors, ces statuts n'ont rien d'arbitraire? Non, mais c'est quand même une aberration que de voir des gens vouloir soutenir ce qui est insoutenable. Vous parlez que les gens font la confusion, pensent que la démocratie c'est l'égalité, mais c'est le contraire de la démocratie. Mais c'est le respect de la différence, de la divergence et de la multiplicité des choses. C'est ça la démocratie, contrairement à ce que vous pensez que les gens pensent. Ce n'est pas du tout cela. Nous pensons tout simplement que vous ne pouvez pas dire autrement. Parce que Parena ayant participé à la chose ne peut pas dire autrement que de vouloir renier ce qu'elle a fait, et même ce qu'il a fait comme acte ou son adhésion à ce statut. Nous savons très bien, d'ailleurs c'est ce statut, la preuve c'est ce statut qui a permis aujourd'hui au Parena d'obtenir des gros ministères au niveau de ce gouvernement actuel, parce que c'est devenu un marchepied pour le Parena de pouvoir s'exprimer dans ce cadre-là, où on met 500 millions, où on va privilégier un groupe de partis qui sont sortis à des élections passées pour faire en sorte que ceci soit
obligatoirement l'alternance. C'est ça le problème c'est là où le bas blesse. Parce que le jeu n'est plus équitable. Alors que qui parle de démocratie parle d'équité, de justice et de respect de la minorité et de la majorité. Mais de respect également des sans-voix. Mais comment pouvez-vous, au nom d'une loi, légiférer pour décréter le chef de file de l'opposition, décréter, choisir votre adversaire dans une multitude de partis qui ont souvent des projets beaucoup plus et qui n'ont absolument rien à voir avec celui que vous avez choisi. Donc nous avons dit que c'est une arnaque. Et le fait que nous le disons n'est pas lié contre Soumaïla. Nous n'avons rien contre Soumaïla de manière personnelle, ni contre l'URD. Mais c'est le principe. Et nous avons toujours combattu le principe. Le principe, il est démocratique. Et nous savons que dans un jeu démocratique, le courage de combattre pour ces principes est aussi une valeur démocratique que de vouloir prendre les choses quand ça vous arrange et de vouloir les défaire quand ça ne vous arrange pas. Et nous, quand il y a une situation, qu'elle nous arrange ou pas, on ne regarde pas à qui ça profite. Mais c'est une question de principe. Est-ce qu'il est juste qu'au sorti des élections de 2013 ou de 2018, qu'il y ait des députés qui sont sortis aujourd'hui, dont on sait qu'à chaque fois ces mêmes députés sont capables d'aller de gauche à droite, de faire des transhumances dans n'importe quel schéma, qu'à partir de ces mêmes élus, qu'on détermine qui est légitime pour parler au nom des autres. Et de surcroît, on met 500 millions à la clé, en plus des subventions des partis. On sait bien que l'URD prend plus. On lui remet encore 500 millions. Et le directeur des cabinets est aussi URD, vice-président de l'URD. Vous allez dire que ce n'est pas l'URD qui est le chef de file de l'opposition. Quand ça arrange, on veut se cacher derrière le statut et derrière le protocole. Mais c'est une faveur qu'on a fait à l'URD pour aller dans un partage de gâteaux, parce que c'est la même famille politique qui ont gouverné ce pays pendant 27 ans sans partage et qui ont ruiné ce pays aujourd'hui. Quand les gens se tapent la poitrine pour dire que oui, que ça ne se donne pas à tout le monde, oui, le chef de file ne se donne pas à tout le monde, ils ont eu la majorité, n'est-ce pas? L'URD a 18, l'ADEMA en a plus, et les RPM ont plus, mais la situation du pays, ce n'est pas honorable. Et cette façon de vous regarder aujourd'hui, on sait que, quoi qu'il faille, si le peuple malien vous a fait confiance pour vous donner aujourd'hui ce pays, à le diriger, et qu'il arrive en lambeau de cette manière, que tout est obscur, la guerre, les conflits au nord, et on voit aujourd'hui que la situation fait aujourd'hui que toutes nos structures sociales, politiques, administratives et culturelles du pays sont effondrées sous la base de vos responsabilités partagées entre amis, entre familles et entre partis politiques. Et dans ce cas, quand nous voulons procéder à proposer un autre projet de société, on veut nous imposer un chef de file pour que l'alternance ne soit qu'entre les familles ADEMA. Donc nous disons non, et quand nous avons la possibilité, nous avons abrogé ce statut de chef de file de l'opposition pour laisser l'équité entre tous les députés, que le leadership ne se décrète pas. Merci monsieur Bokoum, monsieur Ndiaye. Alors comme dernière question, parce qu'il ne nous reste plus que 8 minutes maintenant, comme dernière question, vous avez chacun 2 minutes. Pourquoi une opposition aussi plurielle, comme si on ne parlait pas finalement d'un seul Mali et comme si ce n'est pas opposition vis-à-vis d'un seul régime? Pourquoi cette pluralité d'opposition? 2 minutes, c'est désolé. Très bien, 2 minutes, c'est peu, mais je dois m'en prendre à moi-même finalement. Je dois dire que dans toute chose, il faut de la cohérence. Je ne peux pas qu'on tombe dans les polémiques. Quand nous dénonçons le pouvoir avec toutes les disproportions qui existent, et que 500 millions, donc on donne ça à celui qui est censé plus gagner les élections que les autres du fait de son score, à mon avis, on aide l'opposition. Vous voulez une opposition où les 90% des partis politiques n'ont même pas un conseiller, n'ont même pas un député? C'est ce que vous voulez? Cela participe au renforcement, en plus du financement public, où chacun gagne quelque chose. Vous savez, je vais vous donner l'histoire. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps, malheureusement. Oui. Malheureusement. La première fois que la question s'est posée à moi, c'est lors des obsèques du docteur Bouassi. Je voyais au soleil des leaders politiques comme les Gologo et autres qui désignent les ministres à l'ombre, les partis qui les désignent, les leaders, surtout les gens âgés, étaient au soleil. L'idée m'est venue la première fois. J'ai dit, il faut qu'on trouve une solution à ça. Si on prévoit ces hommes et ces femmes
dans le protocole et donner un statut à l'opposition. Monsieur Ndiaye. Voilà. Non, donc non, honnêtement, si je savais, je ne serais pas venu. Je pensais que c'était 22h. Bon, mais je n'insiste pas là-dessus. Vous m'avez cherché. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Vraiment toutes mes excuses. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Nadio, alors pourquoi une opposition aussi plurielle pour un seul pays et une opposition d'un seul régime, quand même très nombreuse et diversifiée? Notre démocratie, aujourd'hui, souffre de son succès. Et parce que nous sommes tellement démocrates, et donc ça a été créé de partout. Et donc, quel qu'en soit ce qu'on va faire, on a exactement les mêmes choses, hein, et à l'opposition, comme il l'a dit, Cissé, et à la majorité. Nous avons une diversité dans la majorité et une multitude de partis politiques d'opposition. C'est extrêmement clair. Maintenant, il est temps aujourd'hui que les gens s'asseyent. Si le Mali n'est pas deux, il est normal qu'on arrive à s'entendre sur le maximum, même pas le minimum, sur le maximum, pour que les partis arrivent à s'associer et défendre la même cause. D'accord. Merci à M. Nadio. M. Cissé, 2 minutes. Pourquoi une opposition si plurielle? Merci beaucoup. Pour un seul pays. Mais je voudrais quand même, avant de... Si c'est juste 2 minutes, je suis obligé. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Je peux faire ça. Je suis un enseignant. Et comme beaucoup sont en train de se présenter ici comme le professeur qui doit nous enseigner la démocratie, c'est le parti Sadi qui peut nous enseigner les leçons de démocratie au Mali. Soutenir le coup d'État ici. Un crime imprescriptible, inscrit en lettres d'or dans la Constitution du 25 février 1992. Le parti Sadi soutient le coup d'État ici et il nous parle de démocratie. Ce que moi j'ai dit, c'est dans la Constitution du Mali, dans l'article 2, il est dit que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En ce moment, je parlais d'égalitarisme. Je parlais d'égalitarisme. Je n'ai pas dit que toute la démocratie se ramène à ça. Mais quand même, je suis convaincu que nous, du parrainant, on n'a rien à apprendre de la démocratie de la part du parti Sadi, qui a vraiment combattu la démocratie malienne devant tout le monde. Tous les peuples témoins, le parti Sadi était là comme l'un des plus grands défenseurs du coup d'État du 21 mars 1992. Ceci dit, moi je me dis, on peut tout simplement réduire le nombre, je suis pour même la réduction du nombre de partis. Mais déjà, c'est inscrit aussi dans la Constitution, le multipartisme intégral. Et il faut qu'on cherche les voies et moyens maintenant pour faire en sorte qu'il faut corser les critères de création, les critères même de participation aux élections. Et ça peut amener les gens à se rassembler. À se rassembler aux élections municipales, législatives et présidentielles. Il faut corser. Merci, M. Cissé. M. Bokoum, 2 minutes. Pourquoi cette opposition plurielle? Une opposition plurielle, c'est normal dans une démocratie parce qu'il faut une opposition plurielle pour que la démocratie puisse avoir un sens. Et j'aimerais faire comprendre à mon camarade qui me dit qu'il m'apprend que je le fais. Je ne lui fais pas de leçons morales, mais seulement je peux quand même lui faire des leçons démocratiques, que la démocratie, ce n'est pas les urnes, ce n'est pas uniquement les urnes. La démocratie, c'est lorsque l'ensemble des modes de gestion, de production du pays vont pour l'intérêt du peuple. Au Mali, je défie quiconque de dire que c'est ce que nous avons ici est une démocratie, à part son mode électoral. Et l'élection se faisait sous l'UDPM, ça se faisait sous le RDA. Mais au Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le système de production du pays a été confisqué par un groupe, par une élite qui a trahi son peuple. Et moi, je vous dis au Mali, je vous défie également qui n'est pas putschiste au Mali. Si Oumar Mariko est putschiste, qui n'est pas putschiste? Celui qui ne l'a pas été en 1968, l'a été en 1991. En 1991, Tcheblin Dramé PPR était du côté du putsch. Et faire un putsch, ce n'est pas contre seulement un pouvoir, c'est le fait de prendre le pouvoir de façon illégale. Et en 1991, le coup d'État fait contre Moussa Traoré était un putsch illégal en vue de la Constitution. Et tout le mouvement démocratique a été putschiste. Ahmad Touane Touré, qui a été président de la République, a été un putschiste. Djongouna Traoré a été un putschiste parce que lorsque il y a eu le coup d'État en 2012, qu'est-ce que l'ADEMA a fait? L'ADEMA a fait volontairement main basse sur le fait majoritaire avec l'URD, en refusant de faire déclencher nos institutions de la République
pour imposer la démission de Kaiderama et de mettre sur place un gouvernement sous son contrôle. Ils ont refusé pour laisser passer le coup d'État et après exiger le retour constitutionnel en exigeant la démission d'ATT pour se mettre à la place. C'est un coup d'État indirect et tous les politiciens sont pour Pouchitso au Mali. Merci Monsieur Bokoum, vous avez épuisé votre temps de parole. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle ce soir que nous étions sur la thématique l'opposition en question avec Monsieur Ibrahim Ndiaye, deuxième vice-président de l'URD, Union pour la République et la démocratie, chef de cabinet du chef de file de l'opposition. Monsieur Seydou Sissé, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du comité directeur du PARENA, Parti pour la Renaissance nationale. Notre troisième invité était Monsieur Baba Nadjo, adjoint au secrétaire à l'organisation de la section 5 de l'ADEMA PAJ, Alliance pour la démocratie au Mali. Et enfin, nous étions avec Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Ce fut un plaisir de vous servir ces numéros de politique, le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, passez une agréable semaine de travail. Portez-vous bien. Au revoir.